Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour répondre à un monsieur qui a fait une fiche de lecture sur un de mes livres, un monsieur qui s'appelle Alban Doucet, qui a fait une fiche de lecture sur un livre qui s'intitule Triangulation. Donc, dans cette fiche de lecture, monsieur Doucet émet deux critiques à propos de mon livre, donc je vais lui répondre. Première critique, monsieur Doucet croit détecter une contradiction interne dans mon propos, puisque je dis que la dérive inégalitaire qu'on observe aujourd'hui dans les économies développées résulte fondamentalement d'une dynamique spontanée du système capitaliste. En même temps, M. Doucet relève que dans une autre partie de mon propos, je dis que cette dérive inégalitaire correspond à une stratégie de la part des classes dirigeantes du système économique mondial, stratégie consistant à essayer de restreindre la consommation à une élite en abaissant le niveau de vie d'une vaste classe moyenne mondiale qu'on fera converger progressivement vers un niveau, disons, de classe moyenne très inférieure, parce que cela limite la prédation effectuée par l'humanité sur son environnement, et que donc si on fait en sorte que, pour dire les choses simplement, les pauvres et les demi-pauvres consomment très peu de matières premières, brûlent très peu de ressources naturelles, eh bien, on réserve ces matières premières et ces ressources naturelles pour la consommation des classes supérieures et moyennes supérieures. Alors je dis à M. Doucet, il n'y a pas contradiction entre les deux propos, parce que je pense que la dérive inégalitaire actuelle n'est pas monocausale. C'est-à-dire que, oui, le capitalisme spontanément fabrique de la dérive inégalitaire. Pour les gens qui ne comprendraient pas pourquoi, c'est très facile à comprendre. Imaginez que vous donniez 1000 euros à un smicard et 1000 euros à un millionnaire. Le smicard va dépenser ces 1000 euros. On dit qu'il a une forte propension à consommer, qu'il n'a pas une grande préférence pour les revenus différés, parce que tout simplement il a besoin de cet argent maintenant, il a des choses à acheter. Par contre, le millionnaire, lui, à qui vous donnez ces 1000 euros, a une beaucoup plus faible propension à consommer en général sur ces 1000 euros-là. Il a une plus grande préférence pour les revenus différés parce qu'il n'a pas besoin de consommer, il a déjà à peu près tout ce qu'il lui faut. Donc ces 1000 euros, il va les placer. Donc quand vous revenez un an plus tard, le smicard à qui vous aviez donné 1000 euros ne les a plus. Le millionnaire qui a placé ces 1000 euros en a fait 1100 euros. Donc quand vous redonnez 1000 euros de plus, le smicard en a toujours besoin, donc il va continuer à les dépenser, il aura toujours zéro, et le millionnaire aura encore moins besoin de les dépenser puisqu'il est encore devenu plus riche. Donc spontanément, un système comme ça, si on ne met pas en place des freins, des leviers, qui vont déclencher des contre-effets, eh bien spontanément, un système comme ça fabrique de l'inégalité. C'est naturel, le système capitaliste génère une dérive inégalitaire, c'est normal. En même temps, à certaines époques, les classes dirigeantes du capitalisme ont su mettre en place des freins, des leviers qui permettaient de freiner cette dérive inégalitaire, voire de l'annuler. Car le problème du capitalisme est bien connu. Au bout d'un moment, si vous voulez, quand vous avez concentré la richesse à l'extrême, ce qui se passe, c'est que la propension à consommer chez les gens qui ont de l'argent tombe à zéro, et l'argent dont auraient besoin les gens qui ont une propension à consommer n'existe plus. Donc il n'y a plus de consommation, donc il n'y a plus de marché, donc le capitalisme implose. C'est une de ces contradictions internes. C'est pas la seule, mais c'est sans doute la principale. Et à une certaine époque, de 45 à 75 en gros, les milieux dirigeants du capitalisme ont mis en place une stratégie pour essayer de déjouer cette contradiction interne. C'est ce qu'on a appelé le compromis fordiste keynésien, qui en fait n'était d'ailleurs pas tout à fait fordiste et pas tout à fait keynésien non plus, mais peu importe. C'est un ensemble de stratégies. J'en parlerai d'ailleurs plus tard. Je pense dans quelques mois, je ferai une série de notes de lecture sur des grands textes économiques. C'est une stratégie qui a été mise en place et qui permettait de contrebalancer la dérive inégalitaire du capitalisme. J'observe qu'à partir des années 80, cette stratégie a pris fin. Il y a des raisons.
Alors on peut se demander pourquoi. Bon, une première raison, c'est que, avec la crise des années 70, les dirigeants du système capitaliste se sont aperçus que le compromis fordiste keynésien n'était pas la panacée et que, effectivement, il avait fini par déséquilibrer le système monétaire international. Une deuxième raison, c'est que il y a eu un choix idéologique qui a été fait au début des années 80. C'est ce qu'on a appelé la contre-offensive néolibérale, la révolution conservatrice néolibérale. Et ce choix idéologique consistant à dire on va arrêter de contrebalancer la dérive inégalitaire du capitalisme, eh bien ce choix idéologique, il traduisait une préférence pour l'inégalité. Alors quelle est l'origine de cette préférence? Eh bien pour moi il y a deux origines principales. La première, c'est un tropisme assez spontané, assez naturel, qui est apparu dans les classes supérieures des sociétés occidentales, en gros au moment où la génération du baby-boom a commencé à s'approcher des leviers de commande, parce que cette génération avait la particularité d'être plus nombreuse que la génération qui la suivait. Parce que aussi c'était une génération qui avait massivement suivi l'éducation supérieure. Or, à partir de là, ça veut dire que vous aviez un groupe qui était très nombreux, suffisamment nombreux pour vivre un petit peu enfermé sur lui-même, qui était très puissant puisqu'il concentrait la richesse et le nombre, et en plus qui avait rompu avec un certain nombre de cadres anthropologiques fondamentaux, donc qui, tout en affectant souvent des postures gauchisantes, était un petit peu facile à enfermer, et ayant un peu naturellement même tendance à s'enfermer lui-même dans des sous-cultures par nature en fait réactionnaires et de nature à favoriser le développement d'une sensibilité favorable, si vous voulez, aux inégalités. Donc ça, c'est une première raison, c'est un tropisme spontané. Mais je dis qu'il y a aussi une autre raison. Je dis qu'il y a aussi une autre raison. Je pense que, si vous voulez, quand on lit par exemple, je vais vous donner un exemple, hein, quand on lit par exemple le rapport élaboré par la London School of Economics, à la demande d'une organisation qui s'appelle l'Optimum Population Trust, une ONG britannique qui milite pour réduire la population mondiale. Quand on lit dans ce rapport que, pour résoudre le problème du réchauffement planétaire, le mieux c'est de réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants d'ici 2050, sachant que l'ONU prévoit 10 milliards d'habitants en 2050, c'est-à-dire que, en gros, ce qu'on nous dit dans ce rapport-là, c'est que pour résoudre le problème du réchauffement planétaire, le plus simple, c'est de faire en sorte que 95% des gens qui sont supposés vivre en 2050 soit ne naissent pas, soit meurent. Eh bien, on se dit qu'il doit aussi y avoir des types, forcément, qui, dans ces conditions, vont dire, écoutez, pour essayer de limiter quand même le nombre de gens qu'on sera obligé de tuer, eh bien, on va essayer de réduire la consommation de ceux qui seront trop nombreux. Comme ça, c'est plus humain quand même. Ils seront pauvres, mais ils ne seront pas morts. Voilà. Et ce genre de calcul existe. Il y a des gens qui les font. La London School of Economics, c'est un lieu où ce genre de calcul est assez bien porté. Je vous invite à vous intéresser à cette institution britannique si vous voulez comprendre comment ça peut fonctionner, tout ça. Donc vous voyez, il y a une dérive spontanée du capitalisme, il y a naturellement, ça va de soi, un tropisme dans les classes dirigeantes aujourd'hui qui est favorable à l'inégalité, mais il y a aussi une stratégie délibérée. Alors évidemment, après, la grande question, c'est quelle est la part de stratégie délibérée, quelle est la part de tropisme spontané lié en quelque sorte à la superstructure, et quelle est la part de dynamique spontanée induite par l'infrastructure. Bon, ça c'est un grand débat, je ne le tranche pas dans Triangulation parce que je suis incapable de le trancher. Mais ce que je veux dire, c'est que ces trois explications coexistent.
Et vous avez remarqué au passage qu'on a retrouvé l'infrastructure, la superstructure et l'événementiel. Et ça coexiste, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est ma réponse à la première critique. La deuxième critique concerne ce que je dis à un moment à propos de la relative richesse des Français. Alors, entendons-nous bien, je ne veux pas dire par là que tous les Français sont riches. Je veux dire qu'en moyenne, les Français ne sont pas trop surendettés, ils ont même plutôt de l'épargne. Nous sommes un peuple de petits écureuils. Et je dis que c'est intéressant dans l'hypothèse d'une sortie de l'euro et d'un défaut partiel ou complet sur la dette publique. Et M. Doucet me dit, mais je vois pas pourquoi, de toute façon, si on s'empare de la dette, on décidera qu'on la remboursera pas, donc ça résout le problème. Le peuple reprend la main, il décide de ne pas rembourser la dette, et c'est fini, et on est content, et donc on n'a pas besoin d'avoir de l'épargne. Eh bien, je dis à M. Doucet, grosse erreur, parce que, voyez-vous, le problème c'est que les créances des uns sont faites avec les dettes des autres. Donc si nous décidons, par exemple, que nous sortons de l'euro, par exemple que nous laissons le franc se dévaluer de 30%, je sais pas, je donne un exemple, après avoir relibellé toute notre dette en France, qui va être interprétée par les marchés comme un défaut partiel, ce que ça veut dire concrètement, c'est d'abord que tous les gens qui avaient de l'épargne investie sur du monétaire appuyé sur les titres de la dette française viennent de perdre une partie de leur épargne. C'est embêtant. Alors, s'ils avaient peu d'épargne, ou s'ils avaient beaucoup de dettes, si vous voulez, en clair, s'ils avaient de l'eau jusque-là financièrement et qu'ils cherchaient l'air comme ça, quand vous leur enlevez une partie de leur épargne parce que vous avez fait défaut sur la dette, ils se noient. Alors que quand ils avaient du confort, des petits écureuils prudents, avec beaucoup d'épargne et pas trop de net, et que donc ils ont de l'eau jusque-là, quand vous leur enlevez une partie de leur épargne parce que vous décidez que voilà, tout le monde prend sa paume, on ne peut pas payer la dette, donc on ne la payera pas, ouais, les marchés vont interpréter ça comme un défaut partiel, d'ailleurs ils auront raison, voilà, ça fait moins 30%, t'es pas content, je peux le comprendre, mais ça fait moins 30% quand même, l'eau elle monte jusque-là. Donc les mecs sont pas contents, ils disent attendez, bon, mais ils se noient pas. Et donc comme ils se noient pas, on n'est pas obligé d'aller les chercher, ça simplifie les choses. C'est une première raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir des Français qui sont des petits écureuils. Et une deuxième raison, c'est que, évidemment, si on fait ça, comme je vous disais, il va y avoir un défaut partiel, certainement, sur la dette française, parce qu'il y aura un défaut partiel sur presque toutes les dettes publiques de la planète, de toute façon. C'est une comédie, cette histoire dont on va rembourser les dettes dans une monnaie ayant la valeur de la monnaie dans laquelle on a contracté les dettes. Un simple calcul très rapide vous montrera que dans une économie sans croissance forte, quand vous avez des dettes publiques à plus de 100% du PIB, c'est terminé, c'est composté, elles ne seront pas remboursées dans une monnaie ayant la valeur de la monnaie dans laquelle les dettes ont été contractées. Bon, le jour où on va faire ça, en attendant, ça va devenir plus compliqué de trouver des gens sur les marchés pour nous prêter, parce que les types vont nous dire attendez, vous avez fait défaut là, bon. Le fait de n'avoir des Français qui sont riches et dont une partie de l'épargne est forcément investie à l'étranger, ça veut dire qu'on peut aller leur demander de nous prêter. Dire, tu es un Français, l'État français a besoin d'argent, eh bien tu vas prêter à l'État français. On peut même faire ce qu'on appelle un emprunt forcé. Ça, c'est une grande tradition dans ce genre de situation. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passera, mais je pense que tôt ou tard, vous verrez ce genre de situation, de pratique extrêmement désagréable, va être remis au goût du jour. Bon, enfin, on verra. En tout cas, ça sert à quelque chose d'avoir des Français qui ont un peu d'argent de côté. Voilà pourquoi c'est une bonne chose que les Français soient riches. Et voilà, j'ai répondu à M. Doucet. J'espère que ma réponse l'aidera à mieux comprendre mon bouquin. En tout cas, je suis très content de sa fiche de lecture, c'est très sympa. Dans l'ensemble, il a bien pigé ce que je disais, et ça fait plaisir de voir que j'ai pas tout à fait écrit pour rien, puisqu'il y a au moins une personne à qui, manifestement, j'ai fait un petit peu fonctionner la gamberge. Voilà, donc merci Monsieur Doucet. Je pense que je ferai effectivement, puisqu'il en parle dans sa vidéo, un jour une note de lecture sur un livre très intéressant qui s'appelle L'imposture économique,
puisque je pense que dans quelques mois, je ferai une série de notes de lecture sur les grands textes de la théorie économique. Je pense que je ferai ça cet automne quand j'aurai fini les notes de lecture que je fais actuellement. La prochaine vidéo que je ferai va être consacrée à un bouquin de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc c'est intéressant. Il s'agit d'un livre écrit par M. Patrick Artus et Mme Marie-Paul Virard, un livre qui s'appelle Euro, par ici la sortie, qui est un livre écrit par des gens qui sont plutôt partisans du maintien de la zone euro et qui réfléchissent aux conditions de son maintien. Donc c'est très intéressant, ces gens-là ne sont pas d'accord avec moi, raison de plus pour les lire, et je ferai une note de lecture sur ce bouquin dans quelques jours. En attendant, je vous dis à bientôt.